Il a supprimé l'annonce, il a republié le lendemain, enfin bon bref. Donc on n'a pas donné suite parce qu'on n'était pas en confiance. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des travaux prévus dans la copropriété. On a fait jouer un peu le bouche à oreille. On avait des contacts qui avaient fait travailler des artisans. En fait, on s'est aperçu que notre dossier n'était pas si bon que ça. Est-ce que tu as envie de gérer une personne comme ça pendant un an qui, tu vois, je suis pas sûr. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode coaching. C'est des épisodes hors série, les épisodes coaching. Ce sont des épisodes dans lesquels je suis un investisseur qui a des problématiques, qui a des points de blocage aussi, des points de friction peut-être pour passer à l'action. Donc on a fait un premier coaching avec Constance il y a 4 mois. Et là, on fait le deuxième épisode. Il y avait pas mal de blocages chez Constance. Vous le verrez, en tout cas pas mal de problématiques. C'est pas forcément des blocages, mais c'est des problématiques, un manque aussi peut-être d'expérience et d'expertise sur le domaine. Donc durant le premier épisode, on a vraiment travaillé là-dessus. Elle est partie avec tout un tas d'exercices. Donc déjà, je vous invite à réécouter l'épisode qu'on met dans la description ici de cet épisode d'aujourd'hui. Écoutez cet épisode, revenez sur celui-ci si jamais, ou écoutez celui-ci et allez écouter le premier pour mieux comprendre et appréhender le contexte en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que dans l'intro de cet épisode d'aujourd'hui, vous allez le voir, on revient un petit peu effectivement sur les exercices et les problématiques qu'elle avait eues durant le premier épisode. Et aujourd'hui, on va voir où elle en est. Est-ce qu'elle a réussi à passer à l'action? Est-ce qu'elle a réussi à dépasser un petit peu son manque d'expérience? Est-ce qu'elle est montée en compétences? Et où elle en est? Est-ce qu'elle a trouvé un bien? Est-ce qu'elle a fait des offres? Est-ce qu'elle a fait une offre? Plusieurs? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a réussi à estimer les travaux de manière plus réaliste? Est-ce qu'elle a réussi à négocier? Parce que c'était tout ça, ces petits points de blocage, on le voit tout de suite, sans faire plus de teasing que ça, dans l'épisode du jour. Et je vous remercie encore évidemment d'être présent chaque semaine, de plus en plus nombreuses et nombreux à l'écoute de Money Tree, que ce soit sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube, vous qui nous regardez. À très vite. Salut Constance. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Ouais. T'as fait un bon voyage? Avec un voyage qui s'est bien déroulé, une météo favorable toujours à Toulouse. Non, tu mens. Voilà. Tu mens. Non, il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Ouais. Ce qui est assez exceptionnel. Non, c'est pas vrai. Franchement, il fait pas soleil toute l'année. Hein, quand même. On n'est pas à Nice ici. Hein. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir encore fait ce vol aller-retour dans la journée depuis Nantes. C'est cool. Je suis très content. Ça fait 3 mois, je pense qu'on s'est vu. Oui, à peu près. Ouais, à peu près 3 mois. L'idée, c'est effectivement de faire un épisode. Alors, pour ceux qui prennent le podcast en route, qui n'ont pas suivi le concept des épisodes coaching, c'est de se voir une fois tous les 3 mois pendant un an et de suivre l'investisseur que tu es, l'investisseuse que tu es, du coup, enfin, les investisseurs que vous êtes avec du coup Pierre-Edouard, ton conjoint. Je ne sais plus si vous êtes marié ou pas. Oui. Ouais, donc ton mari. Et sur les problématiques que vous avez au début, en tout cas, pour essayer, finalement, au bout d'un an, d'être enfin propriétaire d'un investissement locatif. C'est le but. Donc j'ai bien hâte que tu me racontes tout parce que j'ai eu absolument aucune nouvelle et je t'en veux pas du tout, parce que c'est le but aussi de faire un peu cet effet de surprise. Je sais pas ce qui s'est passé depuis ces 3 derniers mois, donc c'est plutôt cool en fait, je préfère. Parce que ça me permet de rebondir aussi en direct là-dessus, donc ça c'est plutôt chouette. Je me suis noté quand même pas mal de choses du premier épisode. Je vais juste remettre un petit peu de contexte. Donc, tu es marié, tu viens de nous le dire. Tu as 3 enfants qui avaient à l'époque 8, 5 et 2. Donc, il y a eu des anniversaires ou pas? Oui, il y a eu un anniversaire. Voilà, okay. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, tu habites à Nantes. Enfin, en tout cas, à côté. À côté de Nantes, voilà. Tu avais des problématiques parce que tu as visité des biens et tu avais quelques problématiques qui étaient identifiées, à savoir notamment un gros point sur la partie travaux, qu'on pourrait y revenir, un point sur le prix au mètre carré et le fait de trouver les biens quand même assez chers dans le coin où tu recherchais. Tu recherchais en région, pourtour de Nantes, on va dire, et puis quelques quartiers de Nantes aussi. On avait aussi dit sur le premier épisode que l'hypercentre de Nantes, c'était pas vraiment
le meilleur endroit pour investir du fait de l'insécurité, que ça craignait un peu et que c'était pas très sexy finalement, qu'il y avait d'autres quartiers. Tu me dis après si je me trompe. Oui, non, mais pour le moment c'est exact. Et il y avait aussi il y avait cette problématique de travaux, ça c'est sûr. Il y avait cette problématique, comme je le disais, de prix au mètre carré. Et il y avait une autre problématique, il me semble, et j'ai pris des notes, donc je vais regarder mes notes. Et sur la négociation. Ouais. Qui va avec le prix en fait, qui va avec le prix sur la négociation. Pour rappel, tu es toujours propriétaire d'une résidence principale, autour de 310 000, c'était en tout cas d'emprunt. Vous aviez mis à peu près 10 000 d'apport, en tout cas pas beaucoup d'apport, il y avait un peu de travaux. Oui. C'était ça, voilà, tu me dis. Oui, c'est ça. Okay. T'étais OK, vous êtes OK en tout cas avec PE à faire 100-150 euros d'effort par mois, en plus de mettre entre 15 et 20 000 d'apport, ce qui était à peu près l'apport que vous vouliez dédier à cet investissement locatif. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça permet d'élargir un peu son champ, d'aller sur des quartiers qui sont quand même moins à rendement, mais aussi peut-être un peu plus patrimoniaux. Et voilà, et donc moi ce que j'avais suggéré à la fin de ce premier épisode, mais que j'invite tout le monde à aller écouter parce qu'il a duré quand même plus d'1 heure, donc voilà, moi je le résume en 2 minutes, c'était de visiter beaucoup. Ça, tu vas me dire si tu as fait l'exercice, si tu as fait tes devoirs. De maîtriser à fond des quartiers dans lesquels tu voulais investir et pas forcément t'éparpiller trop pour être un peu la sachante du quartier plutôt que je connais un peu de tout. Ça, c'était ma deuxième recommandation. Et ma troisième recommandation, c'était de faire des devis avec des artisans, de faire des offres aussi au rabais pour accélérer la négociation et te rendre plus à l'aise et savoir aussi finalement jusqu'où tu peux aller en termes de négo, parce que le blocage que tu avais, c'était que quand tu faisais des négos, des fois, si c'était trop agressif, tu n'avais même pas de retour, même pas de contre-offre, tout ça, et ça frustrait un peu. Et tu te disais, attends, tout le monde dit partout qu'on peut faire des négos, alors qu'en fait, moi, je constate que non. Je t'ai dit qu'effectivement, la négo, c'est possible d'en faire, mais il faut faire du volume. Donc, ça revient à faire des visites, ça revient à faire beaucoup de devis travaux pour justement monter en compétence sur le sujet travaux, parce que tu n'étais pas capable d'analyser, en fait, quel était le budget travaux, combien ça allait coûter, etc. Et je le répétais dans le premier épisode, et je le répète souvent, l'exécution des travaux, c'est vraiment le nerf de la guerre. Trouver un bien, c'est une chose, mais après, tu vas avoir toute cette partie travaux dont on va, j'espère, discuter dans d'autres épisodes quand tu auras trouvé quelque chose, oui ou non. Peut-être dans celui-ci. Peut-être dans celui-ci. Allez, c'est cool. Ok. Sans plus attendre, alors si, j'ai noté quand même un truc. J'ai une stat cette semaine que j'ai partagée à toute l'équipe chez Artae. Des évolutions des prix depuis le début de l'année dans les villes. Ouais. Et Nantes a chuté de 5,6%. Il y a une des plus grosses chutes. Voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu as des éléments de réponse vu que tu es local, parce qu'encore une fois, moi, les marchés locaux, je ne les connais pas bien, à part les nôtres, quoi. Donc, est-ce que déjà, tu as des explications sur ça, sur la baisse du marché ? Alors, des explications, je ne sais pas. Maintenant, je le constate quand même via les alertes que j'ai mises en place sur les différents sites, Le Bon Coin, Se Loger, etc., où quand même, depuis 2-3 mois, je constate quand même une certaine baisse. Je vois aussi pas mal de logements qui sont en vente depuis un certain temps et avec des baisses significatives. Maintenant, d'après ce que j'ai pu observer, ça reste des biens qui ont quand même des points négatifs avec un DPE en G, en F, voilà, ou des copros qui sont pas propres, enfin voilà, des choses un peu vieillottes avec, je pense, pas mal de travaux réalisés. Voilà, j'ai pas constaté que sur des biens qui présentent bien, entre guillemets, il y a une baisse significative, en tout cas sur les offres qui sont mises en ligne. Ok, voilà. Très clair. Est-ce que tu peux on revient un peu 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé après ce premier épisode qu'on a fait ensemble ? Alors, à la suite de ce premier épisode, on a digéré un peu les choses avec PE. Ça tombait aussi avec un moment où on était en période de vacances scolaires, etc. Donc, on n'a pas relancé les visites et les recherches tout de suite. On s'est laissé un petit peu de temps, 2-3 semaines, je dirais. Et on avait évoqué ensemble, effectivement, cette question du volume. Donc, on a essayé de mettre en place une organisation un peu particulière pour que je puisse me libérer, non seulement sur les pauses déj, mais aussi le soir en sortant du bureau. Okay. Voilà, de façon à pouvoir visiter davantage et de façon plus fréquente. Donc ça, c'était ta mission à toi ? Donc ça, c'était ma mission. D'être sur le terrain. Voilà, parce que c'est vrai que depuis le début du projet, c'est moi qui visite.
Parce que Peu dit souvent que c'est la femme qui achète dans le couple. Alors je ne sais pas si c'est vrai partout. La femme qui achète et l'homme qui paye, c'est un peu macho ça quand même. J'ai pas dit que c'était l'homme qui payait. Okay. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas chez nous, je sais que s'il visite quelque chose qui lui plaît, il aura forcément besoin de mon assentiment. Et il a peut-être davantage confiance en moi quand je lui dis qu'un truc est ok. Je pense que voilà, il me suit peut-être plus facilement, là où moi je peux être un peu plus méfiante. Ce qui est plutôt cool, parce que du coup, enfin pour toi en tout cas, ça te permet d'avoir cette latitude. Voilà. Donc on est parti là-dessus. On a aussi revu les secteurs de recherche. On s'est recentré sur Nantes. Parce que quand on s'était vu la première fois, je t'avais parlé d'une offre qu'on avait faite et qui avait été acceptée à Saint-Herblain, donc en périphérie de Nantes. Donc sur tes conseils, on a recentré les choses. Et on a aussi élargi à certains quartiers qu'on ne connaissait pas forcément très bien et pour lesquels on avait quelques réticences. Donc j'ai fait pas mal de visites. Alors toujours sur des biens affichés à des prix trop élevés par rapport au budget qu'on s'était fixé. Qui était, rappelle-nous, le budget Alors nous, notre budget, c'était de l'ordre de 85 000 euros net vendeur, à peu près. Donc voilà, j'ai élargi, donc je suis partie dans d'autres quartiers, j'ai fait des visites. Alors il y avait toujours des trucs qui n'allaient pas, du style emplacement pas trop mal, mais copropriété dans un mauvais état, avec des dégradations. J'ai notamment visité un studio qui avait été occupé pendant pas mal d'années par une personne qui était sous curatelle et qui malheureusement avait complètement ravagé le bien. Mais c'était pas le cas uniquement du studio, ça s'appliquait aussi à la copro. J'en ai visité un autre qui nous plaisait bien, mais on a eu des contacts un peu particuliers avec le propriétaire. On était en direct. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'agence. J'avais visité avec ses parents. Et ensuite, on ne pouvait pas échanger par téléphone. On échange exclusivement par mail. Quand je lui demandais des infos un peu plus précises avec des justificatifs ou type règlement de copro, taxe foncière, des choses comme ça, il était hyper réticent. Je l'avais trouvé via Le Bon Coin, ce monsieur. Et il a supprimé l'annonce, il a republié le lendemain. Enfin bon, bref. Donc on n'a pas donné suite parce qu'on n'était pas en confiance. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé un studio dans un quartier donc, qui n'est pas dans l'hypercentre, mais qui fait partie quand même de Nantes Centre, qui est le quartier Longchamp. Donc, c'est un quartier avec des grands boulevards. Et déjà, je suis arrivée dans ce quartier en me disant, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est commerçant, il y a pas mal de transports. On est quand même bien situé. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème d'insécurité ou autre. Donc je me suis dit, tiens, le quartier est pas mal déjà. Voilà. Donc, première visite, une copropriété plutôt pas mal, mais avec uniquement des studios. Un bien lambda, rien de particulier, pas de charme, etc. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement, charge de copropriété quand même un peu élevée, pas de coup de cœur particulier, mais j'échange un peu avec l'agent et voilà. En tout cas, il m'explique que le quartier est vraiment sympa. Donc déjà, il me le confirme. Première chose. Il n'allait pas te dire que le quartier était pourri non plus. Non, mais bon, après, ils peuvent reconnaître aussi que certains emplacements sont plus ou moins sympas. T'en avais visité beaucoup, là, déjà Là, celui-là, c'est le premier. C'était le premier. Ouais. Mais le premier de ce quartier ? Le premier de ce quartier. Mais avant, t'avais déjà quand même visité quelques-uns ? Enfin, combien en fait, t'en as visité d'autres dans d'autres quartiers ? Oui, je pense qu'à ce moment-là, j'en avais visité 2 ou 3, je pense. C'est pas non plus énorme. Après, on parle de studio aussi, donc forcément, le marché est restreint. Voilà, tu peux pas non plus visiter plus que ce qu'il y a sur le marché à disposition aussi. Hein. Ouais. Donc, premier studio où je me dis peut-être pourquoi pas. Mais comme j'enchaînais les visites, le lendemain, j'avais une autre visite. Toujours dans laquelle tu t'es recentré vraiment sur le quartier. Je me suis un peu recentrée. Ok, donc c'était cool. C'était une des précos aussi de bien connaître le quartier. Voilà, oui, parce qu'en fait, j'ai fait quelques recherches et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être pas mal. Donc, allons-y, allons voir un peu plus. Donc le lendemain, j'ai visité un autre studio qui, là, pour le coup, était au sein d'une maison individuelle.
Je pense qu'il y avait eu un marchand de biens à une certaine époque qui avait divisé toute la maison. Là, le prix affiché était quand même à plus de 100 000 euros pour un studio qui devait faire, je pense, à peu près 20 mètres carrés. En fait, on était en rez-de-chaussée, il y avait un jardin, c'était assez sympa, mais on avait une hauteur sous plafond qui était quand même assez basse. Un DPE qui était vraiment pas top. Pas très lumineux. Et non, pas très lumineux. Et il y avait une histoire de ballon d'eau chaude dans la cave. Ah oui, qui était à l'extérieur de l'appartement. Qu'il fallait déplacer, etc. Bon, ça se fait, hein. Voilà. On l'a fait, nous. Ouais, ça se fait. Donc, mais bon, moi, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec ça. L'agent immobilier me disait qu'il y avait une marge de négo possible. Mais il y avait aussi un syndic bénévole. Ok. Bon. Donc là, j'avoue que j'étais pas non plus hyper motivée. Je poursuis. À ce moment-là, t'as toujours pas fait venir d'artisans pour faire des devis? Non. Ok. Bon, ça, c'est exercice raté. Non. Okay. Non, toujours pas. Okay. Bon, non, mais parce que, enfin, tu vois, pour refaire le parallèle avec le premier épisode, hein, parce que c'est le but, c'est on se dit, ok, t'as accéléré, parce que vous êtes organisé pour accélérer. Ouais. T'as découvert un quartier qui pouvait te plaire et tu t'es dit, ok, je vais me focaliser là-dessus. Donc, c'est clair, t'as recentré l'entonnoir pour mieux connaître aussi. Puis, en force d'en visiter dans le même quartier, ça te permet d'avoir quand même une connaissance du secteur qui est meilleure que celle que t'avais avant d'y aller. Et après, l'autre chose, avant la négo, ça, tu m'en parleras après, mais j'imagine, mais avant la négo, c'était aussi faire des devis pour monter en compétence sur la partie travaux. Ouais, bah là, j'ai pas été très bonne élève. Ok, pour l'instant. Okay. Donc, j'enchaîne les visites. Troisième appartement dans le même quartier, peut-être un jour ou deux après. C'était tout ça, c'était sur la même semaine. Et là, je visite un appart dans une copro des années 90, à peu près, en bon état. Donc déjà, moi, ça me rassure un peu, tu l'auras compris. Et là, franchement, studio sympa. Hyper lumineux, avec deux très grandes fenêtres, dont une porte-fenêtre, un balcon. Qu'est-ce qui te rassure sur le fait que ce soit années 90 ? Alors, c'est pas les années 90 qui me rassurent, mais c'était l'aspect. Okay. Là, c'était l'aspect. Okay. Après, j'ai aussi l'image des copros des années 70 avec des charges de copro énormes. Oui, voilà. oui, ça c'est sûr. Et tout ce qui est rénovation énergétique. Parce que dans ce quartier-là, c'est un quartier plutôt récent. Il n'y a pas de vieux bâtiments. Non, alors c'est un quartier, je dirais plutôt ancien. Il y a pas mal de maisons individuelles. En fait, c'est assez mixte. Mixte. Parce que c'est le quartier des grands boulevards. Et en même temps, quand tu empruntes les petites routes, les petites rues parallèles, perpendiculaires ou parallèles. Ou parallèles, oui, d'ailleurs. Voilà. Les deux, oui, c'est vrai. Tu arrives très vite sur des maisons individuelles assez sympas, bien entretenues. Okay. Voilà. Mais en même temps, c'est les grands boulevards, donc tu es proche de tous les axes de transport. C'est hyper vivant, tu as pas mal de commerces, etc. Ok. Donc voilà, donc cette copro qui me paraissait déjà d'emblée plutôt bien tenue, avec un accès sécurisé, l'appart hyper lumineux quand tu rentres, et surtout il était très propre. Ok. Voilà. Okay. Donc tout de suite je me suis dit ok là je vais pas donc avoir. Ça allait pas t'aider à faire beaucoup de devis. Trop de problèmes avec les travaux. Donc là plutôt tu vois une bonne impression. Cet appartement-là, je l'avais déjà vu, mais comme je ne m'intéressais pas forcément au quartier, voilà, je ne m'étais pas forcément attardée. Et surtout, il était plus cher. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de prix. Il était en vente depuis le mois de février ou mars, je crois. Il y a eu une baisse de prix. Ok. Voilà, je crois qu'il Alors, c'était quoi les Il était à, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on était à 99 000 euros. Et il est passé, que je te dise pas de bêtises, il est passé à 85 000 euros net vendeur. Ok. Voilà. Donc il y avait combien de frais C'était le premier prix que tu nous as donné, c'est net vendeur ou pas? Il me semble que c'est... là, j'ai un petit doute. Okay. J'ai un petit doute. Voilà, je vais peut-être te dire une bêtise. Mais je pense que c'était... non, c'était frais d'agence inclus. Ok.
C'était frais d'agence inclus. En gros, il y a eu une baisse de 5 000, je pense, à peu près 5 000 euros. Okay. Voilà, en tout cas, clairement, il était dans le budget qu'on s'était fixé, compte tenu de cette baisse de prix. Donc, je m'y suis intéressée de plus près. J'ai demandé tous les éléments par rapport à la copropriété, etc. Et il s'avère que les charges de copro sur cet immeuble étaient aussi assez faibles. Ok. Par rapport à ce que j'avais pu voir précédemment. Il y avait quoi dans les charges ? Il y avait l'eau ou pas ? Ouais. Ouais, okay. Ouais, il y avait l'eau. On est sur 480 € annuels. Ok, ouais, c'est correct. 40 € par mois, oui, c'est très bien. Donc, ça me paraissait être pas mal. C'est toujours à peu près... Enfin, nous, ce qu'on constate dans les marchés sur lesquels on est, c'est à peu près 50 € par mois pour un studio, globalement. Voilà. On avait une taxe foncière pas mal aussi, aux alentours de... Je crois qu'elle est à 500 €. Ok. Quasi un mois de loyer, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ça, c'était OK. L'un des plus de cet appart-là aussi, c'est qu'il y a un très grand jardin dans la résidence. Ok, commun. Voilà, commun, avec des bancs. Il est un peu paysager. Franchement, il est sympa. Donc, on s'est dit qu'aussi, c'était un plus, voilà, par rapport à la situation de l'appart. Il est quand même en plein centre-ville, mais c'est aussi, il y a quand même un espace un peu au calme. Ouais. Donc, on s'est dit que pour des locataires, ça pouvait être aussi chouette. Voilà, donc on était plutôt bien partis et on examine les PV d'AG. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des travaux prévus dans la copropriété, parce qu'en fait, elle est assez grande et il y a des toits terrasses. Oui. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes d'étanchéité, voilà, et on allait avoir certainement des travaux. Donc l'agence avec laquelle j'ai visité est aussi syndic de cette copropriété. Donc j'ai demandé des infos par rapport à ça, sachant qu'on n'avait pas du tout d'idée concernant le montant de ces travaux. Et là, on nous a donné un chiffrage à peu près aux alentours des 200 000 €. Ok. Sans qu'on puisse nous l'affirmer, parce que là, les devis n'étaient pas communiqués encore. Donc ça n'avait pas été voté en tant que tel. Voilà. Ok, c'était juste le vote avait été fait juste pour avoir des devis. Exactement. Et mettre en concurrence. Mais les travaux n'avaient pas été votés en soi. En fait. Voilà, tout à fait. Et c'était quoi la quote-part de détention en tantième ? Et donc justement, la quote-part, on était à 37 tantièmes sur 10 000. Ok, donc bon, c'est pas énorme, quoi. Donc c'est pas énorme du tout. Ouais. Et en fait, ça nous a quand même pas mal rassurés aussi. Ouais. Parce qu'on est aux alentours de, je sais pas si je crois que si on est à 250 000 € de travaux, on doit être à peu près à 1 000 €, 1 000 € de quote-part, à peu près. Peut-être un peu moins. Ouais, c'est ça, 925 €. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça nous a pas mal rassurés. Alors j'ai échangé avec Arthur à ce sujet-là, parce qu'on je l'ai tenu un peu informé de nos recherches. Cool, mais tu vois, franchement, j'ai une super équipe parce que du coup, tu vois, il a tout géré en autonomie. Et voilà. Tout, voilà, bah, super. Non, mais hyper bien, hyper dispo. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Arthur, du coup, c'est notre responsable de projet IMO sur la région de Toulousaine chez Artae. Et qui coach aussi des personnes qui sont pas forcément en région, enfin qui veulent pas investir en région toulousaine, mais ailleurs. Et donc il était en relation avec Constance suite au premier épisode. Parfait. Voilà. Okay. Donc là-dessus, ça c'était vraiment sympa d'échanger avec lui à ce sujet-là. Donc voilà, ça nous a un peu rassurés. On s'est dit on a vérifié les clés de répartition, les choses comme ça. C'est vrai qu'on on doit faire des petites recherches sur pas mal de choses qu'on n'a pas connaissance. Les clés de répartition, les charges générales, les charges spéciales. Voilà. On va expliquer un peu ce que c'est les clés de répartition, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Donc ça veut dire que dans un règlement de copropriété qui régit donc la vie de la copropriété, mais aussi le pognon dans la copropriété, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, effectivement, on est détenteur d'un certain pourcentage de la copropriété, donc en tantième, en millième, peu importe, ou en 10 millième, peu importe le calcul, c'est en tantième en tout cas. Et en fonction de ça, on doit payer des travaux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que selon les clés de répartition, si on est en étage, pas en étage, si on a un garage, si on a un local commercial, etc., comment est construite la copropriété, comment est fait l'état descriptif de division au départ, eh bien, on peut avoir des charges différentes. C'est-à-dire que parfois, si on est par exemple au 4e étage, on va avoir plus de charges
sur la partie escalier et entretien de l'escalier parce qu'on habite au 4e étage que celui qui est au rez-de-chaussée qui, lui, n'aura aucune charge sur la partie escalier puisqu'il ne va pas en jouir. Voilà, donc il ne va pas en jouir, donc il n'a pas à payer l'entretien de cette partie-là. Rares sont les copros qui sont quand même très granulaires dans ces clés de répartition parce que ça reste quand même une usine à gaz après, même si tout est automatisé aujourd'hui par les logiciels de syndic. Mais c'est vrai que des fois... c'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait les gens se disent oui mais bon moi je suis au 4e d'accord mais bon franchement j'ai qu'une personne alors que ceux qui sont premiers ils ont une famille de 5 personnes tu vois dans un appart. Bon ben en soi et dans peut-être la même taille d'appart tu vois mais bon ça c'est le jeu c'est comme ça et d'autres qui vont te dire c'est pas normal que moi je paye qu'il n'y ait pas de clé de répartition spéciale en fait qu'il n'y ait pas de charge spéciale et qu'il n'y ait que des charges communes pour tout le monde alors que moi j'utilise pas ci ou j'utilise pas ça voilà donc je suis pas d'accord pour payer mais c'est comme ça et c'est pour ça que c'est très important de regarder le règlement de copro au départ pour savoir à quelle sauce tu vas être mangé en fonction du lot que tu achètes et pas forcément en faisant des généralités. Un règlement de copro, c'est, 80 à 150 pages, dépendamment des copropriétés. Donc, c'est du taf. Et franchement, si vous avez un bon notaire, il fera le taf à votre place et il regardera tout ça pour vous. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais toi, tu as peut-être regardé direct. J'ai tout regardé. Ouais, voilà. Je me souviens, je suis juriste. Donc, c'est vrai. Donc, voilà, donc c'est ton truc. Okay. Donc, voilà, j'ai bien vérifié tout ça. Donc voilà, nos craintes à ce niveau-là, on a pu être un peu rassurés et se dire ok, ça va et c'est plutôt même bien parce qu'en fait l'avantage aussi de cette copropriété-là, c'est que en fait il y a quelques studios, mais il y a surtout des grands appartes qui du coup supportent des quantités bien plus importantes que nous. Donc voilà, que c'est 37e, on était assez rassurés par rapport à ça. Autre point positif pour nous, le DPE. Ouais. Voilà. Ouais. On était en D. Oui, sur les années 90 en plus, souvent. Voilà. Ça, j'ai fait mes petites recherches encore une fois et je suis allée sur le site de l'ADEME. De l'ADEME qui régit un petit peu tout ça. Voilà. Et en entrant le numéro du DPE, j'ai pu constater qu'il passait en C. Oui, à partir du 1er juillet. À partir du 1er juillet. Voilà. Donc là aussi, on s'est dit, OK, c'est cool. Alors là aussi, on va refaire un petit point de... Tu vois, on essaie de faire de la pédagogie en même temps. L'ADEME, donc ADEME, c'est un organisme qui régit un petit peu tout... Alors, beaucoup plus que les DPE d'ailleurs, hein, plein d'autres choses. Hein, je n'ai pas le détail exact. Mais en tout cas, il y a eu un switch pour les appartements qui faisaient moins de 40 mètres carrés à partir du 1er juillet 2024. Et avec un calcul un peu plus favorable pour ces petites surfaces qui étaient très défavorisées en matière de DPE. Donc ça permet aujourd'hui, si vous avez un DPE avant le 1er juillet 2024, de pouvoir le mettre dans la moulinette grâce au numéro de l'ADEME, parce que chaque DPE a un numéro, hein, vous ne pouvez pas tricher sur un DPE. Si vous faites un faux, ça va se voir. Enfin, vous ne pouvez vraiment pas tricher, parce que ce numéro-là va vous donner toute l'information sur le DPE. Vous mettez ce numéro dans l'ADEME, ça vous dit, chouette, enfin ou pas, des fois aussi on a des exceptions, chouette, votre DPE qui était en E, grâce au nouveau mode de calcul du 1er juillet, il passe en D. Donc on vous donne une attestation et vous n'avez pas besoin de refaire le DPE. Moi j'ai le cas d'ailleurs sur un bien que je vends là, sur une OP de marchand, il était en E, j'ai repassé la moulinette, j'ai donné l'ancien DPE plus attestation, il y a le même numéro d'ADEME dessus et c'est parfait. Voilà, c'était pour la petite minute culture. Voilà. Donc nouveau point positif pour cet appart. Ouais. Donc, on s'est dit quand même, c'est plutôt pas mal. On va se lancer. Ah, voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète au prix parce qu'on le veut absolument, parce que tous les feux sont ouverts, ou on tente une négo ? Alors, je prends le popcorn, je vais mettre au fond qu'on tente une négo. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on tente une négo. Mais donc là, il était à quoi ? 85 000 ? Il était à 85 000. Ok, donc FAI. Ou pas net vendeur. Et FAI, ça donne quoi ? 88. 91. Ah, ok. Je me disais, putain, J'ai fait un petit spoil. Ok. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, vous avez coupé la poire en deux, quoi. 91, je crois qu'il était 91 FAI. En gros, on avait examiné un peu le DPE. Il n'y avait pas d'anomalie particulière au niveau ELEC, etc. Pas grand-chose à faire. On avait évalué un peu les travaux. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. J'avais aussi envoyé les photos
à Arthur et qui m'a dit franchement, il est hyper propre. En tout cas, comme ça, sur photo, il est hyper propre. Mais dans les faits, voilà, ça mérite quand même un petit rafraîchissement. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une offre sur cet appart-là, mais on a aussi voulu chiffrer un peu ces fameux travaux. Et donc, c'est là où PE est entré en scène. Et parce qu'on avait gardé en tête l'idée de voilà, que ce soit plutôt lui qui gère la partie artisan travaux. Parce que tu m'avais dit que généralement Non, mais ça reste cliché, c'est bien. Ça reste cliché, mais que souvent c'était plus facile pour les hommes relations de traiter avec les artisans. C'est triste, mais c'est le cas. Voilà, donc là on a fait jouer un peu le bouche à oreille. On avait des contacts qui avaient fait travailler des artisans. Il s'avère que dans notre résidence principale, on va devoir refaire une salle de bain et qu'on a donc fait appel, par exemple, à un plombier qui nous avait été recommandé, qu'on va faire bosser donc, dans notre résidence principale. Donc, on l'a recontacté, là, dans le cadre de ce projet-là, pour qu'il puisse un peu nous chiffrer les différentes choses à faire. Alors, on a choisi de diviser, en fait, les différents lots, entre guillemets. On a contacté également un électricien en lui transmettant le DPE avec les petites anomalies pour qu'il nous confirme qu'il n'y avait rien de grave et que, pour qu'il puisse nous chiffrer un peu ça. Et on a aussi fait passer d'autres artisans qui avaient un peu la casquette tout corps d'État, entre guillemets, que j'avais contacté via des recommandations sur les réseaux sociaux. D'accord. Sur des groupes locaux, voilà. Ce qui est une bonne source aussi, effectivement. Donc, on a fait passer donc ces différentes personnes qui, en fait, nous ont confirmé ce qu'on avait un peu pressenti, c'est qu'en gros, on pouvait rénover l'appart pour un budget d'environ 6 à 7 000 euros. Ok. Donc, il y a quoi dans ces 6 000 à 7 000 Il y a donc le changement de... on refait quand même un peu la salle de bain, dans le sens où on change le meuble, on change les sanitaires. Ok. On refait la cuisine. Meuble vasque et WC. Meuble vasque et WC. Et receveur de douche aussi ou non? Non, on n'y touche pas. Okay. La cuisine, qui en soi était franchement pas mal sur les photos, mais en fait on s'est rendu compte qu'elle était quand même assez mal agencée. On pouvait pas mettre de frigo, etc. Enfin, dans un objectif d'optimisation, elle était franchement pas bien conçue. Donc on est parvenu à la conclusion qu'il fallait aussi revoir ça. Je veux même pas savoir ce que tu vas mettre comme cuisine. Je parie que c'est Ikea ou Leroy Merlin. Je sais pas. On en parlera. Changement de sol aussi, parce que c'est du carrelage ou un sol qui est franchement pas très chaleureux. Pas de travaux de peinture parce que l'appart a été repeint avant la mise en vente. Donc finalement pas grand-chose. Un peu d'électricité aussi. Revoir le tableau parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait aux normes. Ajouter des prises, des choses hyper basiques. Okay. Donc voilà, un budget à 6 ou 7 000 euros à peu près. Okay. Bon, c'est un peu ce qu'on s'était dit. Donc j'avoue qu'on n'a pas poussé plus loin et les différents devis qu'on a pu avoir étaient cohérents. Voilà. Okay. Donc avec tous ces éléments-là, l'offre. Oui. L'offre où on n'est pas des champions de la négociation, mais on s'est dit que quand même, il fallait essayer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a évalué à peu près ce qui pourrait être notre quote-part au niveau des travaux à venir au sein de la copropriété. Ce qu'on avait à revoir au niveau des legs qui n'étaient pas aux normes. Et à partir de là, on s'est dit, on va faire une contre-proposition par rapport au prix affiché. On a été un peu timide, je pense, peut-être avec le recul, mais en gros, on a négocié 3 000 euros. Ok. Voilà. Bon, ce qui est franchement dans la moyenne des négos, c'est autour de 3%.
Bon. Donc c'est franchement, même c'est un petit peu plus pour le coup. Ouais, Arthur avait pas l'air d'être trop choqué. Ouais. Il aurait aimé, je pense, qu'on négocie un peu plus. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'aller un petit peu plus, quitte à finir, quoi qu'il en soit, à 88 quand même. Ouais. Mais oui, parce que là, vous preniez le risque de prendre une contre-propale. Parce que souvent, les gens aiment bien couper la poire en deux. Ouais. Prendre le risque de prendre une contre-propale. Et du coup, vous, de devoir être ferme. Donc, le rapport un peu... il est un peu plus conflictuel, parce qu'au final, non, nous, on est ferme, on bougera pas. Et puis l'autre, il dit, oui, mais bon, enfin, tu vois. Et là, finalement, effectivement... Alors, ça veut pas dire que c'est parce qu'il a accepté tout de suite que vous auriez pu faire plus. Ça, par contre, souvent, les gens se disent, ça avait l'air trop facile, donc on aurait pu faire mieux. Mais c'est pas le cas, parce qu'en fait, lui, il a quand même un prix en tête, in fine. Et si vous êtes sur le prix, vous êtes sur le prix. Il n'a pas de raison, voilà. Et peut-être que si vous aviez fait 85... au final, il vous aurait quand même dit 88 parce que son dernier prix c'était 88 quoi qu'il en soit. Mais ça, vous le saurez jamais. Voilà. Moi, 3-4% de négo, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait. Après, les grosses négos, c'est plus particulier. Déjà, ça va être souvent en dehors des grosses villes. Ça va être sur des surfaces plus grandes. C'est rare sur un studio d'aller négocier 10 000 euros. Franchement, c'est assez rare. Nous, la négo moyenne, c'est entre 2 et 5. Tu vois. Donc, moi, je trouve pas ça... C'est correct. Vous auriez pu tenter un peu plus, mais franchement, au bout d'un moment, bon, c'est pas les 1000 ou 2000 euros aussi, faut se le dire, qui vont changer la face du projet sur 20 ans. Hein. Voilà, c'est aussi ce qu'on s'est dit. Et d'ailleurs, on avait utilisé aussi le tableau que tu nous avais gentiment envoyé, qui était vraiment bien. Que beaucoup me demandent, mais que je n'envoie jamais. Et c'était parce vraiment qu'on a bien. mis des années à le construire. Oui, c'est le fruit de pas mal de travail, je pense. Mais voilà, donc on avait pu rentrer justement tous les éléments d'infos par rapport à ça et voir que on était, en tout cas en faisant cette offre à ce prix-là, on était justement à peu près à l'équilibre. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit à la base. Donc voilà, franchement, bon, j'en avais quand même visité quelques-uns. Et d'ailleurs, PE m'avait dit à la suite du premier podcast, il m'avait dit non, mais t'avais pas visité une dizaine d'apparts, t'en avais visité plus. Ah ouais. Et en fait, il avait raison. Donc là, franchement, on s'est dit, bon, il coche quasiment toutes les cases. On y va. Okay. Le seul truc, si je t'en ai pas parlé, mais un des points négatifs, c'est qu'en face de cet immeuble, il y a une autre copropriété affreuse, avec des malfaçons sur toute la façade, où on a l'impression qu'il y a des infiltrations. Voilà. Mais vraiment le truc affreux. Ouais. Et d'ailleurs, l'agence avait photoshopé les photos de l'annonce. Ah ouais. Mais il est en péril, cet immeuble, ou pas? Non, il est récent. Okay. Et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des procédures en cours. Donc on s'est dit, bon, il y a peut-être des procédures judiciaires. Avec un peu de chance, d'ici 10 ans, ce sera terminé. Et ils auront peut-être repris tout ça. Ouais. Bon, après, c'est pas gênant en soi. Non. C'est quoi le risque que l'immeuble se casse la gueule en face? Non, je pense pas. Enfin, je pense que c'est esthétique. Enfin, en tout cas, c'est vraiment laid. Mais voilà, on s'est dit que pour un locataire, c'était pas un point essentiel. Okay. Donc voilà, donc on a formulé cette offre qui a été acceptée par le vendeur. Donc on était très contents, parfait. Ça se déroulait bien. Vous avez mis des conditions? On a mis des conditions. Financement? Juste conditions de financement? On a mis des conditions de suspensive de prêt, Okay. Et donc, on passait ensuite à la phase financement. Ouais. Phase financement, on était hyper confiants. Ouais. Parce qu'on avait échangé pas mal avec notre banquier, je t'en avais parlé aussi, qui nous avait dit « Ok, pas de problème, on vous suivra, etc. » Donc, dans le cadre du compromis, il était prévu qu'on sollicite au moins 2 banques. Donc nous, on avait d'ores et déjà fait le travail avec notre banquier et on a sollicité un autre établissement bancaire en Bretagne parce que via des relations, on nous avait conseillé cette personne qui avait des délégations, etc. Et donc tout se déroulait très bien, on était hyper confiants et puis, on reçoit donc des propositions, des simulations, donc à la fois de notre banque et de cet autre établissement bancaire. Et là, on s'aperçoit que notre banque est quand même beaucoup moins intéressante que l'autre. Ouais. Donc, nous, on a le Crédit Agricole et on avait contacté sinon le Crédit Mutuel. Et offre du Crédit Mutuel beaucoup plus intéressante, avec notamment une possibilité d'avoir un financement sur 25 ans. Oui.
avec un apport bien moins important, puisqu'on nous proposait 7 000 € d'apport, et à un taux qui était à 3,75. Et vous préfériez mettre moins d'apport et faire un peu plus d'efforts d'épargne chaque mois ? Franchement, quand on a vu ça, on s'est dit, parce qu'on avait en tête que c'était quand même mieux de s'endetter un max, entre guillemets. Oui. Et donc, si on pouvait avoir un financement sur 25 ans avec seulement 7 000 € d'apport, on se disait, c'est cool parce que ça nous permettra peut-être d'avoir un autre apport dans le cadre d'un autre. Ça maximise ton effet de levier, ça c'est certain. Ton rendement sur les fonds propres, qu'on a dans le fichier justement, là, qui est une variable très intéressante. Effectivement, si tu mets 7 000 pour un projet à 100, forcément, ton rendement sera meilleur que si tu mets 14 pour un projet à 100. Quoi. Voilà. Donc, c'était pas mal. Et sinon, on avait une offre sur 20 ans à un taux plus élevé, mais je ne l'ai plus exactement en mémoire. Mais bon. Et notre banque qui nous propose là uniquement un financement sur 20 ans avec un taux à 3,90 ou quelque chose comme ça, mais avec un différé. Ok, ça c'était en quel mois là ? C'était en mai. Attends, je sais plus. Mai, juin. Juin, ok. Ouais, parce que nous on a dû se voir en mai, je pense. Avril. Avril. Ah oui, donc ça fait un peu plus de 3 mois qu'on s'était vu, ok. Parce que là on est début septembre. Ouais, okay. Je crois que c'était dans le courant du mois de mai. Ok. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a transmis à notre banque les conditions proposées par l'autre établissement bancaire, en leur disant, on a quand même des conditions plus avantageuses. Nous, on a tout chez vous, on a tous nos contrats, notre résidence principale, tous les contrats d'assurance, les voitures, on a vraiment tout. Et à la suite de ça, notre banque nous a fait une autre proposition. Elle a revu le taux à 3,79. Toujours sur 20 ans, avec un différé de 24 mois. Bon, là, on s'est dit, on préfère quand même cette offre sur 25 ans avec 7 000 € d'apport. Donc, on décide d'avancer avec le Crédit Mutuel. Et dans le cadre de la phase d'instruction, en fait, on s'est aperçu que notre dossier n'était pas si bon que ça. Parce que PE, donc, qui est à son compte, avait 2 bilans. Oui. Son troisième bilan, il ne l'aura que cette année, en octobre. Oui. Et en fait, la banque nous a dit, 2 bilans, là, c'est pas... Mais il clôture quand, lui ? Là. Fin septembre. Non, il clôturait fin juin. Juin. En fait, on était en mai. Le comptable, il peut faire une situation, non ? Bon. Ils nous ont dit, là, franchement, ça... Bon, ils ont quand même pas mal tiqué. Ils ont pas mal tiqué. Vous êtes chiant au Crédit Mutuel en Bretagne. Avec la particularité aussi, c'est que il s'était pas rémunéré tout de suite dans le cadre de son activité. Donc après, je pense qu'au niveau de la prise en compte de ses revenus... C'est plutôt ça, je pense. Voilà, c'est là où ça bloquait. Oui. Parce que, je sais plus, mais ouais, la première année, il s'est pas rémunéré, il avait tout laissé en trésor. Et donc, ça modifiait tous les chiffres. Oui. En soi, on peut trouver des interlocuteurs qui considèrent ça comme du revenu, mais bon, ils sont assez rares, mais tu aurais dû appeler Arthur pour ça. Ah, peut-être. Ouais. Mais tu vas me donner la suite, je vais te donner la suite. Et là, notre banque avec qui on discutait toujours en parallèle nous a aussi dit « Ah, ça coince un peu », alors qu'on pensait que tout avait été un peu instruit en amont. Bah ouais, c'est un peu bizarre de faire une proposition. Finalement, ils nous ont dit « Bon, il n'y a que 2 bilans, on aurait voulu en avoir 3, donc on ne fera pas mieux. » C'est insupportable, ça, de rentrer dans les cases. Là. Voilà. Ok, donc on était un peu dépités, parce que là, on s'est dit, zut, on était hyper confiants pour cette phase de financement, et au final, on n'a pas un dossier qui est si bon que ça. Donc, il n'y en a aucune des deux qui vous a dit, vous pouvez compenser en mettant plus d'apport ou avec d'autres leviers. Il n'y a personne. Alors après, avec le Crédit Agricole, on était déjà sur un apport à 15 000 € ou 16 000 €. Oui, mais il pourrait quand même vous dire, si vous mettez 30-40, ça dilue notre risque, ça dilue aussi votre endettement un peu plus. Oui, mais je pense qu'il considérait que dans ces cas-là, on mettait quasiment toute notre épargne. Okay. Et que c'était peut-être un peu risqué. Okay. On a fait appel à un courtier pour voir justement si on pouvait, avec son expérience, etc., avoir mieux. Et ce courtier-là, après examen de notre dossier, nous a dit, ouais, effectivement,
c'est juste. Et vous avez plutôt de la chance que votre banque vous suive. Ok. Bon. Ce qui n'était pas vraiment le cas, finalement. Elle nous suivait, elle nous avait dit OK, mais c'est vrai que pas aux mêmes conditions que le Crédit Mutuel. Donc, parce que les taux avaient commencé un peu déjà à baisser, on était sous les 4%, mais bon, je pense qu'on pouvait, à mon avis, avoir un 3,50 ou quelque chose comme ça. Bon, c'était pas vraiment le nerf de la guerre, là, parce que c'était pas vraiment le nerf de la guerre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent les gens se focalisent vraiment sur le taux en disant oui, mais bon, là d'un côté j'ai 3,90, là j'ai 3,70, là voilà, et qu'en fait, quand la banque te dit bon, mais finalement ça va pas le faire du tout, ton problème c'est plus le taux. C'est juste, mais donnez-moi d'argent en fait, peu importe au prix où je le paye. Voilà. Et tu vois, et donc du coup, moi je trouve que le nerf de la guerre, c'est juste, il faut trouver une banque qui prête de l'argent. Franchement, les conditions, il faut les accepter avec les gens. Enfin, pour moi, c'est voilà, le taux, le truc. Moi, j'ai plein d'investes, je suis incapable de te donner le taux parce que en fait, je l'ai quasiment jamais regardé. Je me suis juste dit, ok, ça me permet d'avancer, j'ai mon financement, next, je peux me focaliser sur autre chose. Tu vois. C'était un peu ça l'état d'esprit. Donc là, vous dites quand même, bon, finalement, notre problématique, c'est plutôt d'avoir un financement. C'est d'avoir le financement, en fait. Ouais. Donc, le courtier nous ayant dit, ok, je pense que je ne pourrais pas vous obtenir mieux, allez-y. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, ok, bon, on y va. Donc... Mais vous avez dit ok ou non, finalement, la banque, j'ai pas... Si, ils nous ont dit oui. Non, mais en fait, notre banque a toujours été prête à nous suivre. Ah, ok. C'est le Crédit Mutuel qui nous a dit, non, là, franchement, je peux pas... je croyais que votre banque aussi, vous avez dit, finalement, c'est pas si... Non, mais en fait, on avait été surpris quand elle nous avait expliqué qu'on était quand même un peu juste au niveau du taux d'endettement et il fallait aussi qu'on module l'échéance de notre prêt sur notre résidence principale. D'accord. Voilà. Pour alléger les 35%. Voilà, parce qu'en fait, la surprise, c'était c'est en fait la rémunération de PE, la prise en compte de sa rémunération qui était bien moins importante que ce qu'on pensait. Donc, si l'assiette de base du calcul, elle diminue, forcément, ton endettement aussi, ta capacité d'endettement diminue. Voilà. Donc, mais on a obtenu ce financement, donc c'est l'essentiel. Cool. Voilà, on a mis donc 16 000 € d'apport. Ok. Bon, après, moi, tu m'avais dit 15 à 20. Voilà, donc non, mais après, on restait quand même dans les clous. Mais c'est vrai que quand on avait vu cette autre offre du Crédit Mutuel qui, franchement, nous séduisait pas mal, on était un peu déçus. Des vrais bons commerciaux, quoi. C'est-à-dire, ils vendent du rêve, mais ils exécutent pas, quoi. Voilà. Non, il était très bien ce conseiller. Donc voilà, donc on a obtenu notre prêt, tout s'est bien déroulé et donc nous avons acheté notre appartement. Cool. Donc aujourd'hui, nous avons signé incroyable. L'acte authentique la semaine dernière. Ok, parfait. Franchement, timing parfait. Parce qu'on a calé l'épisode il y a un moment. Voilà. Timing parfait. Félicitations déjà. Merci. Donc ça veut dire que, oui, alors tu me dis que c'était en avril que tu es venu. Okay, donc, fin avril, oui. Ouais, fin avril. Donc, ça veut dire mai, juin, juillet, août, 4 mois. En fait, c'était pas 3 mois, c'est plutôt 4 mois. Ouais. Parce que là, on est début septembre. Là. Donc, ça veut dire qu'en 4 mois, au final, tu as rattrapé le temps perdu. Voilà. Tu t'es dit, OK, let's go, on y va. J'ai une mission. T'as pas fait tes devoirs comme il fallait, mais t'as quand même... L'essentiel, c'est que le résultat... L'essentiel... Alors, le chemin, il est important. Mais le résultat, il est aussi important. Donc, le résultat, c'était que vous puissiez passer à l'action, que vous soyez propriétaire d'un investissement locatif. OK. Donc là, vous avez signé la semaine dernière. On a signé la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé là en une semaine ? On a commencé les travaux. Déjà ? C'est cool. Bien. On a commencé les travaux. PE a commencé. C'est-à-dire qu'il il a enlevé toute la cuisine. Il a enlevé les sanitaires, les meubles, etc. Et les artisans commencent à intervenir dans l'appart parce qu'on a l'idée de le mettre en loc le plus rapidement possible. Eh oui, ça allait être ma question. Voilà, sachant que la rentrée est déjà passée. On aimerait bien le mettre en loc début octobre. Ouais, début octobre, il vous reste 4 semaines. Donc voilà, il va falloir être assez rapide. Bon, après, il n'y a pas des masses de travail. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Ok, cool. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content. Voilà. Alors, mais nous aussi. Non, mais je suis content parce que franchement, ça a été hyper efficace. Vous avez été hyper efficace. Vous avez été sur le terrain. Vous avez visité.
vous avez évalué des choses, vous avez regardé. Bon, comme tu dis, tu es juriste, donc tu as fait de ton roman sur la table de chevet des règlements de copro. Voilà. Voilà. Mais tu as potassé ça. Non, franchement, c'est bien. Bravo. Bah, je suis content. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire au prochain épisode? Prochain épisode, déjà, peu probable qu'il y en ait 4, on verra. Si, peut-être ça peut être intéressant quand même d'avoir du recul aussi, parce que l'immobilier, c'est du temps long, donc isoler des petites périodes, c'est pas forcément très représentatif. Mais peut-être que la prochaine fois, il faudra que tu nous dises comment tu as réussi à louer, comment tu as fait les annonces, toute cette partie exploitation, parce que la partie acquisition, c'est une chose, mais sur 20 ans, quand tu détiens un bien immobilier sur 20 ans, l'acquisition, in fine, ça prend pas beaucoup de temps. Et les travaux non plus, c'est finalement toute la durée de l'investissement, la gestion des locataires, et là, ça y est, tu rentres dans une autre phase. Ouais, une autre phase qui peut être aussi complexe à gérer, mais tu as des points comme ça on va dire des petits points de friction que tu anticipes ou pas? Alors, on a prévu de le louer en meublé, en MLMNP. C'est encore un peu flou pour nous. Ouais. Là, on était vraiment encore dans la phase acquisition, et mise en place des travaux. Ça va arriver vite. Mais donc là, dans les semaines qui viennent, l'idée, c'est de voir quelles démarches on doit effectuer. Ouais. D'après ce qu'on a un peu regardé, le régime réel, ça s'en met pas mal. Oui. Là, en l'occurrence, à l'heure où on se parle, c'est sûr, il n'y a pas de sujet. Voilà. On projette de le louer plutôt à des étudiants. Ouais. On n'a pas encore arrêté le montant du loyer. Oui. Parce que ça, c'est aussi un élément important quand même dans le cadre du projet. Tu le loueras forcément moins cher que maintenant. Parce que la rentrée étant passée, c'est sûr que tu vas le louer moins cher. En tout cas, si tu veux le louer vite, il faudra que tu le loues moins cher qu'en juillet ou en août ou en septembre. Il y a encore des Parcoursup là, qui tournent jusqu'à fin octobre. Là encore, j'ai une locataire moi, qui m'a appelé hier, qui m'a pris un appart sur la ville de Montauban, parce qu'elle a été acceptée dans une école à Montauban, et qui, au bout de 3 semaines, me dit finalement, mon premier choix Parcoursup vient de sortir, donc ses parents m'ont appelé dépité, on est désolé, est-ce que vous n'avez pas un appart sur Toulouse maintenant, parce qu'elle revient sur Toulouse. Voilà, je dis c'est le jeu, c'est normal, il n'y a pas de sujet. Mais donc tu vois, il y a encore des gens là, début septembre, qui ne savent pas comment se loger, quoi. Et ça, c'est jusqu'à fin octobre normalement dans les villes un peu étudiantes. Voilà, les joies de Parcoursup. Ouais, voilà. Mais ça peut aller. Et puis il y a aussi les gens qui sont partis en coloc, qui pensaient que c'était un peu là, ouais, c'est génial, on va partir en coloc avec 4, 5, 6, 8 personnes dans le même appart, et qui au bout de 2 mois n'en peuvent plus. Donc ont envie d'être chez eux tranquille. Et donc tu vas avoir des demandes aussi sur le dernier trimestre, sûrement de gens qui veulent switcher. Mais comme il y aura quand même pas beaucoup de demandes par rapport à l'offre qu'il peut y avoir comme vous, de gens qui vont mettre des biens sur le marché à ce moment-là, c'est sûr que les loyers ne seront pas les mêmes. Donc il faut que tu considères que ton loyer, peut-être, sera moindre que celui que tu pourrais envisager pour l'année prochaine. Oui, mais donc pour l'année prochaine, donc là, tu pars dans l'optique que je le loue. Donc là, je le loue en octobre. Ouais. Je le loue pour l'année. Ouais. Je le remets en loc, mais après, il y a un encadrement des loyers. Je ne peux pas... Alors, tu vois, si je le loue là... C'est juste. Plusieurs astuces pour ça. Alors, il n'y a pas de plafonnement des loyers par contre à Nantes. C'est l'encadrement des augmentations de loyer. Ouais. C'est-à-dire que le premier loyer, tu peux le définir comme tu veux. Il n'y a pas un prix au mètre carré. Okay. Pas comme à Lyon, par exemple. Et en fait, là où tu peux jouer et être un peu agile, c'est sur le montant des charges. En fait, c'est la répartition entre le loyer et les charges. Exemple, ton loyer, je sais pas, c'est quoi, à peu près combien? 600 euros, 500 Ouais, on a pour idée d'être à peu près à 550. Voilà. Donc, en fait, si tu as un loyer à 550 charges comprises, en fait, ton loyer, ça peut être 480 plus 70, ou ça peut être 540 plus 10. Ouais. Tu vois? Et donc, si tu es à 540 plus 10, parce qu'en fait, toi, tu t'en fous, tu feras jamais de régule de charge en meublé, quoi qu'il en soit. Donc, si tu as 540 plus 10, le mec, il paiera toujours 550, quoi qu'il en soit. Ça veut dire que demain, tu vas pouvoir augmenter ton loyer hors charge, parce que c'est basé sur le loyer hors charge, souvent le capping des augmentations, parce que les charges, c'est un peu différent. Et là, la justification, c'est oui, mon loyer, je l'augmente à partir de 540, pas de souci, parce que c'est quoi la target? C'est la target définitive, 550? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le louerais un peu moins cher? Non, enfin, en gros, on se dit il faudrait qu'on le loue entre 550 et 600. Ok, voilà. Charge comprise, très bien. je pense, parce que après, c'est pas raisonnable. Donc, imagine tu loues 540 plus 10, là, pour louer 550 dans cette période. Mais ta cible, c'est 600. Tu vois? Si tu veux louer 600 l'année prochaine,
c'est sûr que ça va être compliqué de faire 50 €, enfin 10% d'augmentation du loyer. Mais par contre, si tu fais différemment, c'est-à-dire que l'année prochaine, au lieu d'être à 540 plus 10, tu es à 560 plus 40, tu es à tes 600. Tu vois, mais tu as augmenté ton loyer que de 20 €. C'est juste que tes charges, tu constates, tu savais pas. La première année, tu as mis 10 € de charge. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc, tu savais pas. Et donc, tu régules un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, finalement, ton augmentation officielle sur le loyer hors charge, elle est que de 20 €. Voilà. Okay. Ça peut être une astuce. Ouais. Après, tu peux aussi voir comment tu peux rajouter des choses. Est-ce que tu vas mettre Internet dedans ou pas ? Comment tu refactures Internet aussi ? Franchement, il y a plusieurs solutions pour ça. Si le prix de marché en soi c'est 600 € quoi qu'il en soit, tu peux aussi dire attendez, le prix de marché c'est 600 €, il y a un benchmark qui est fait, donc voilà, telle annonce c'est 600 € un studio, nous on est en dessous, on vient régulariser le loyer, tu vois, c'est justifiable. C'est pas comme si tu faisais un truc tu passes pas de 300 à 600, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même assez cohérent, 550 et 600 c'est pas foufou, voilà. Mais donc, au niveau juste ne prends pas une étudiante en droit en locataire, c'est tout. Ouais. Au niveau des charges, ou un étudiant. Ça suppose que donc on fonctionne au forfait. Oui, voilà. tout à fait. Oui, c'est pour ça que je te dis ça, bien sûr. Ouais, non, pas de régule, franchement, pas de charge au réel, parce qu'en fait, c'est une usine à gaz. Enfin, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi. C'est une usine à gaz, les charges au réel, parce qu'il y a beaucoup de turnover quand même en location meublée. Toi, tu vas avoir tes charges peut-être qu'une fois par an, la régularisation de charges dans le syndic. C'est-à-dire, si ton locataire est parti depuis 6 mois, 1 an, et que toi, tu lui refais des régules, déjà, il faut arriver à le rejoindre. Ouais. Il faut lui faire payer. Et souvent, on se parle de 20-30 balles. Bon, franchement, tu vas t'épuiser à aller chercher 20-30 balles, alors que tu forfaitises tout ça. Tu sais que toi, d'un côté, tu as toutes tes charges, crédit, plus charges de copro. De l'autre côté, tu as ton revenu global, et c'est cet équilibre qu'il faut que tu trouves. Après, comment tu ventiles ton loyer, en dehors des mécaniques que je t'ai expliquées pour la déclaration d'indexation et de compagnie. En dehors de ça, franchement, comptablement, pour toi, que ce soit des charges ou du loyer, ça revient au même. Hein. Tu pourras pas, tu factureras pas beaucoup plus. Parce qu'après, sinon, si, admettons, dans une copro, il y a énormément de charges, ton locataire il va se barrer si tu lui fais des régules au bout d'un moment, parce que il te dit attendez, moi je vais aller dans une copro, il y a beaucoup moins de charges, parce que tu vois, c'est pas forcément justifié des fois aussi. Ouais, non, mais c'est intéressant, et c'est vrai que c'est plus simple aussi en termes de gestion, quoi. Bien sûr, franchement, je connais très peu de gens, j'en connais pas d'ailleurs, je crois, qui font de la charge au réel en meublé. D'accord. C'est très peu pratiqué, ouais. Ok. Voilà. C'est vraiment il faut avoir du temps, quoi. Avoir du temps, regarder. Voilà. Alors peut-être que les gens qui délèguent à des gestionnaires locatifs qui ont tous les logiciels pour ça, qui sont équipés et tout, pourquoi pas. Mais là encore, je suis pas sûr qu'en location meublée, les agences fassent beaucoup de régules, et c'est plutôt du forfait. En tout cas, nous, en tant qu'agence, quand on a des biens aussi en gestion sur la région toulousaine, on fait toujours au forfait. C'est beaucoup plus simple. Ok. Donc il y a ça, tu vas devoir caler effectivement ton loyer. Ouais. Bon voilà, il faut trouver un juste équilibre. Je connais pas les indexations, les plafonds, les machins et tout sur la ville de Nantes et comment c'est encadré, mais il faut jouer avec ça. Tu fais plusieurs hypothèses et tu vois. Et après, il faut de toute façon rédiger une bonne annonce, ça c'est clair. C'est du marketing, hein. Tu dois vendre ton bien, avoir des belles photos que tu peux prendre toi-même. Hein. Tu vas pas prendre un photographe pour faire une annonce de loc. Voilà, tu retouches un peu, belle, jolie, lumineuse. C'est vachement important la luminosité sur les photos. Et après, faire la sélection des premiers contacts. C'est là où c'est difficile. Ouais. Parce que tu peux avoir beaucoup de contacts ou pas. Mais en tout cas, tu vas forcément avoir des contacts, franchement, qui n'auront aucun intérêt pour toi. Après, répondre à tout le monde, franchement, c'est compliqué quand tu as beaucoup de volume. Alors, je sais pas quel est le volume là-bas. Hein, pour le coup, je connais pas le marché. Mais il faut vraiment que tu sélectionnes déjà à l'entrée. Moi, ma technique, hein, après, je la partage. Voilà. Ma technique, c'est déjà, je ne mets jamais mon numéro de téléphone. C'est premier contact par écrit. Premier contact par écrit. Sinon, tu vas avoir des appels tout le temps. Tout le temps. Et par écrit, ça filtre quand même pas mal de choses. Alors, désolé. Voilà, si on me trouve trop hardcore, mais la manière d'écrire, c'est un premier indicateur quand même. Voilà. Et quand tu marques dans l'annonce premier contact, premier contact par écrit en précisant votre situation pro, perso, voilà, et que le mec te dit bonjour, est-il disponible ?
est-ce que tu as envie de gérer une personne comme ça pendant un an qui, tu vois, voilà, je suis pas sûr. Par contre, si tu as une personne qui te dit bonjour, je suis étudiante à l'école, j'étais en coloc et je cherche maintenant à être plus tranquille, voilà. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis en alternance, voilà. Bon, mais tu vois que déjà, la personne fait l'effort, tu vois, pour se vendre aussi. Et moi, je trouve que ces personnes-là méritent beaucoup plus qu'on leur prête attention. Voilà. Après, c'est mon avis, encore une fois, c'est peut-être un peu radical pour certains, c'est loin d'être social, c'est sûr, mais voilà, on n'est pas là pour faire du social non plus. Donc, voilà là-dessus. Et ensuite, sur les visites, faut pas se prendre la tête à en faire trop, parce que tu vas t'épuiser. Parce que c'est difficile en fait de caler toutes les visites en dehors de grosses périodes comme juillet-août dans des villes étudiantes. C'est très très difficile de caler toutes les visites dans la même journée, même demi-journée, etc. Ou alors si tu fais ça, tu vas avoir plein de lapins. Parce que les gens, ils vont accepter un peu par obligation, puis finalement ils vont oublier de décommander ou autre, ou ils n'étaient pas vraiment dispo. Donc là, peut-être que la solution, c'est de caler, vraiment de cibler 3-4 visites et de te dire, ok, je prends ces profils parce qu'ils sont chouettes, j'ai déjà échangé avec eux. Tu as pu les avoir au téléphone aussi entre-temps pour avoir le feeling, hein, c'est important aussi, si tu es plus à l'aise au téléphone. Moi, j'aime pas trop le téléphone pour ça, parce qu'en fait, voilà, il y a des gens, ils te prennent une demi-heure pour te raconter un truc qui prend 2 minutes. Non, mais enfin, tu vois, et j'ai pas le temps, donc je fais plutôt filtre messagerie, et je leur dis, envoyez-moi un dossier avant. Voilà, avant. Parce que si la partie vous plaît, il faudra nous dire de suite. Nous, on vous dira oui ou non tout de suite, tu vois, et le soir même. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de bailleurs qui mettent de l'inertie dans tout ça. Alors, on fait les visites tel jour, puis comme on en a encore tel jour, on attendra avant de vous répondre, etc. Et après, il s'étonne que le locataire, il ait trouvé autre chose et qu'il ne les ait pas avertis. Mais le locataire, lui aussi, c'est la guerre pour lui pour trouver un logement. Donc, en fait, lui, il a son intérêt et vous, en tant que bailleur, vous avez le vôtre. Donc, moi, c'est réactivité. Et le locataire me dit alors, qu'est-ce qui fera la différence ? Je dis franchement, tous les dossiers sont bons à ce stade parce que normalement, tu as fait le job avant. Donc, maintenant, c'est la réactivité. Si ce soir, vous prenez, moi, ça me va. Tu vois ? J'ai pas envie de perdre de temps. Voilà. Et j'ai plein de fois où j'ai des locataires dans un studio, je fais la visite le matin, le soir ils ont les clés. Tu vois, je fais le bail ça se fait, signature électronique, ça se fait très vite. Voilà, t'as des outils qui te permettent de le faire, c'est très facile. Et tu peux le faire le soir même ou le lendemain, tu donnes les clés et ça t'évite même, alors pour ceux qui notamment investissent un peu loin de chez eux, ça leur évite de faire des allers-retours pour donner les clés, faire une visite, puis une autre, etc. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Et qu'est-ce que tu demandes comme garantie à tes locataires ? Là, en l'occurrence, si c'est un étudiant ou un jeune actif de moins de 30 ans, la garantie Visal, franchement, c'est top. Donc d'Action Logement. Et c'est pour ça que dans ces premiers échanges, c'est intéressant que tu poses la question parce que je n'allais pas y penser. Dans ces premiers échanges, c'est important de leur dire est-ce que vous avez une garantie Visal ? Non, c'est quoi ? Tu leur envoies le site visal.fr. Et là, j'ai fait une capsule là-dessus d'ailleurs sur le podcast pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne Visal. Je vais juste compléter avec le fait que s'ils ont des aides au logement, ça c'est intéressant parce que je pense que les gens qui utilisent Visal ne lisent pas forcément tout le contrat Visal. Toi, tu le liras peut-être parce que tu as un profil plus juridique. Mais en fait, pour que la garantie Visal soit vraiment viable et que tu puisses l'activer, il faut que s'il y a des APL de la Caisse des allocations familiales, il faut que les APL soient toi qui les touches en direct. D'accord. Si c'est le locataire qui est touché en direct et qui te verse le loyer en entier, du coup, Visal pourrait te refuser la garantie si demain il devait y avoir un litige. Et ça, c'est écrit dans les conditions de Visal, mais c'est pas écrit sur leur site. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas écrit dans les conditions d'obtention. C'est important comme point. Ouais, donc il faut. Alors, c'est rien, sur l'attestation, il suffit de dire à la CAF que toi, tu veux réceptionner directement et percevoir l'aide, la location, et tu donnes ton RIB, et voilà. C'est bon. Et le locataire, donc c'est ce qui est chiant. Moi, j'aime pas faire ça parce qu'en fait, c'est chiant parce que tu as un décalage, parce que la CAF met un mois toujours de décalage, et à la fin, le locataire est parti, puis la CAF continue de te verser un truc, puis des fois, il te verse trop, donc il faut renvoyer. C'est un peu plus de comptabilité, mais si tu veux te garantir sur les impayés, franchement, Visal, c'est canon. C'est confortable pour le locataire, ça lui évite quand même d'avoir un garant. Papa, maman, tu peux te porter garant, tonton, tati, machin. Bon, tu vois, t'impliques quand même des gens de ta famille dedans. Là, c'est Action Logement, c'est l'État, c'est fait pour, tout le monde cotise pour ça. Il faut en profiter, pour toi c'est hyper confortable. Tu rentres ton dossier, tu vois direct si son visa il est valide, tu vois jusqu'à combien ils peuvent suivre. Et voilà, franchement, let's go. Il y a juste un truc, c'est que si nous on a le cas par exemple sur Toulouse, tu vois, nous les studios on les loue entre 650 et 690, un studio à Toulouse, et Visal à Toulouse va garantir pour un studio, un étudiant qui n'est pas alternant, 600 € max. D'accord. Donc là en l'occurrence on ne peut pas l'activer. Parce que tu ne peux pas activer Visal pour 600 et un autre garant pour 650. Parce que si tu as Visal, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres garants.
Sinon aussi, Ok, tu peux pas ça cumuler. rend le contrat de Visal caduc. Ouais. Voilà, tu peux pas cumuler. Donc c'est ou garant physique ou Visal. Voilà. Donc ça, faut bien regarder aussi sur. Mais je crois que c'est Paris et après c'est hors Paris. Donc ça doit être pareil. Pour toi, une petite surface, ça doit être 600 € max. Donc en l'occurrence, sur ton marché, ça marche. Ouais. Sur un marché comme le nôtre, où les prix sont plus chers en hypercentre, ça marche pas. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour la garantie. Et ça permet de ne pas prendre aussi d'assurance loyer impayé, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors c'est très rare, en tout cas, nous, de notre côté, à la fois, nous personnellement et nos clients, c'est très rare les garanties loyer impayé sur les petites surfaces comme ça, parce que tu as une cible qui paye en fait. Ouais. Tu as plus de risques d'impayé sur une famille avec 2 enfants et une personne qui perd un boulot qu'un étudiant. Oui, tout Un à fait. étudiant, par défaut, au départ, il n'a pas de boulot. Donc en fait, il sait que s'il peut payer aujourd'hui, il pourra payer demain. Ouais. Et quoi qu'il en soit, il y a les parents derrière. Il y a Visal si besoin. Enfin, bon, là, franchement, garantie loyer impayé sur un studio étudiant, aucun intérêt. C'est quand même 2 à 3% du loyer. Oui. Tu vois, donc ça vient Ouais, gréver c'est quand même ton important. rendement. Et il y a des contraintes aussi. C'est-à-dire que souvent, tu n'es pas libre de choisir qui tu veux. Parce que tu dois faire valider à l'assurance. Il y a des problématiques de revenus. Il y a des garanties loyer impayé qui ne garantissent pas aussi le logement meublé. D'accord. Donc, un peu contraignant, je trouve, la GLI, moi. Ok. Ouais, c'est intéressant. On va regarder ça. Voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire? Tu as d'autres questions, peut-être? Non, après, on va essayer de voir un peu au niveau de la rédaction du bail, voir un peu ce qui se fait, s'il y a des choses particulières à prévoir. Je ne sais pas si toi, tu as des petits points d'attention, des choses avec ton expérience où tu t'es dit, bah, tiens, ça, je vais l'insérer dans mon contrat de bail. Bon, je pense que tu n'auras pas besoin de moi là-dessus, mais vu ton profil, mais un clause résolutoire, ça, c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire, parce que si demain, tu as un impayé, tu n'as pas cette clause-là, le juge, il va te retoquer. Ouais. Direct. Clause résolutoire. Après, c'est surtout les annexes au bail qui sont importantes, je trouve. Le bail, en soi, tu vas trouver des modèles qui sont totalement à jour. Voilà, pas de problème. Il y a des boîtes, qui font ça, hein, qui tiennent aussi des documents légaux à jour sur l'immobilier. Je pense à Modelo, par exemple. Mais c'est les annexes. C'est-à-dire que les annexes, déjà, tu dois donner tous les diagnostics. Tous. Ok. Tous les diagnostics, le rapport de plomb, les rapports d'amiante. Moi, j'ai un locataire une fois sur le bien d'un client, il nous a dit ah, mais il y a du plomb dans l'appart, je veux plus louer l'appart. Ouais. Alors bon, c'est ça le problème, c'est que quand tu donnes trop d'informations et que les gens les maîtrisent pas, voilà. Je lui dis mais est-ce que vous comptez manger les fenêtres? Non, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je dirais ben non, pourquoi? Je lui dis parce qu'en fait, le plomb est dans la peinture des menuiseries. C'est vrai qu'un enfant, peut-être qu'à 4 pattes, il peut aller ronger une plinthe, un truc, voilà, une menuiserie, et donc effectivement ingérer du plomb, et donc finir avec du saturnisme, parce que c'est ça le risque. Je lui dis maintenant, si vous comptez pas manger du bois, et en l'occurrence peint en plus, avec une peinture au plomb, a priori, il n'y a pas de risque, quoi. Donc voilà, tant que vous l'ingérez pas. Voilà. Ah ok, ok, c'est bon. Et tu vois, les gens, en fait, il y a du plomb, je peux pas y aller. Mais ils se renseignent pas sur le pourquoi du comment. Voilà. L'amiante, c'est pareil. S'il y a de l'amiante dans un conduit, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des immeubles des années 70, un conduit d'évacuation de toilettes ou autre qui a un amiante qui passe, mais que l'amiante, elle n'est pas du tout abîmée ou effritée, donc il n'y a pas de poussière d'amiante, c'est ça qui est dangereux, il n'y a pas de sujet, il peut y avoir de l'amiante. Donc c'est un peu ces diags qui vont être obligés. Alors toi, tu n'auras pas de diag amiante parce que du coup, c'est années 90. Et le plomb non plus d'ailleurs, je pense. Je sais plus quel est, là tu vois, j'ai un doute. Mais par contre, DPE, obligatoire. Ouais. Diag électrique, pour montrer que c'est aux normes, etc. Donc en fait, tous les diags qui sont obligatoires, grosso modo, pour la vente, tu dois les amener. Donc là, il faut que je le refasse, le diag électrique. Ouais. Mais ça, tu peux faire une mise à jour avec ceux qui l'ont déjà fait. En fait, là, tu as plus intérêt à recontacter celui qui l'a fait pour le compte du vendeur. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez juste venir faire une mise à jour. Ok. Ils ont déjà toutes les données, les trucs et tout. Voilà. Et à la limite, tu prends une photo du tableau. S'il y avait une anomalie de tableau, par exemple, tu prends une photo du tableau, tu dis voilà, on a changé, et ils te le font à distance. Ok. Enfin, s'ils sont cool. Voilà. Ouais. Ça, annexe, ce qui est intéressant de donner, je trouve, en annexe, c'est la répartition des charges entre le locataire et le propriétaire, pas des charges financières de copro, etc., mais des travaux et réparations qui vont lui incomber. Ok. Type, il y a un joint d'étanchéité qui pète, c'est son sujet, c'est pas le tien. Pourtant, 90% des locataires vont t'appeler à toi. Hein. Tu vois ? Ouais. Voilà. Et là, c'est pour ça qu'il faut bien l'annexer au bail, cette liste. Elle existe sur le site du gouvernement, je pense. Tu tapes liste. Et là, tu dis, attendez, vous êtes bien sûr de ça.
Regardez ce que c'est exactement le problème. Une fois que t'as vraiment confirmé le problème avec le locataire, tu dis, regardez cette liste, regardez les annexes au bail, où tu lui envoies le lien directement. Ça, c'est de votre ressort. Donc, appelez, si vous ne savez pas faire, appelez un plombier, mais c'est à votre charge. Tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Les grilles de VMC, les filtres de la hotte. Non, mais tu vois, le filtre de la hotte à charbon à recyclage, il n'y a aucun locataire qui ne le nettoie ou qui le change. Ça se change entre 6 mois et 1 an sur une hotte à recyclage. Il n'y a aucun locataire au monde, je te jure, j'en ai jamais vu, qui vont te dire « Excusez-moi, vous pouvez me donner le référence du filtre de la hotte parce que j'ai vu qu'il fallait que ce soit moi qui le change. Donc, comme je suis un bon locataire, je vais le faire. » Non, jamais d'avis. Il n'y en a aucun qui fait ça. Aucun. Donc, à toi de dire « Voilà, la hotte, c'est telle référence. Les filtres, c'est telle référence. Vous les trouverez sur tel site. Et il faut le changer 1 fois par an. » Tu vois. Et ça, tu peux le mettre aussi dans ton état des lieux et l'écrire dans l'état des lieux. C'est vachement important. D'accord. Voilà. Pareil, avant l'état des lieux, sortant, donc là j'anticipe un peu. Là, l'état des lieux entrant, ça tu le fais, franchement, il faut le faire avec un maximum de photos. Parce que les photos, ça laisse pas de place à l'interprétation. Oui, mais les joints étaient un peu noirs. Ça veut dire quoi, un peu noir? Il y avait 2 points de moisissure ou il y avait 3 points ou 4 points? Bon, les photos, ça... Voilà, un maximum de photos sur l'état des lieux. Franchement, les vieux états des lieux là, en papier carbone, les trucs qu'on a tous eu, où tu notes TBE, BE, ou du coup usé, machin. Non, franchement, non. Ça, c'est trop subjectif. Donc, et puis les locataires, t'inquiète. Ah non, mais ça a été déjà. Comment tu veux prouver que ça y était pas? Donc, photos. Et moi, je le dis au locataire, je lui dis, je passe. Les photos, c'est pas pour vous embêter. Parce qu'il y a un mec, une fois, il m'a menacé, il m'a limite, agressé, machin, etc. Parce qu'en fait, je prenais du temps et je prenais tout en photo. Mais je lui dis, en fait, je prends tout en photo avant et après. C'est pour vous aussi. Hein. C'est pour éviter qu'il y ait des quiproquos. Donc ça laisse pas de place au hasard. Ou à l'interprétation de chacun. Parce que chacun a des intérêts différents, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un rapport au bout d'un moment. Donc tu fais tes photos au moment de l'état des lieux d'entrée, en présence du locataire. Ouais, exactement. Exactement. Donc ça prend un peu de temps. Ouais. Ce que tu peux faire aussi, c'est arriver une demi-heure avant. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Parce que franchement, le faire avec le locataire, c'est chiant. J'aime pas ce moment où, voilà. Je prends toutes les photos avant. Alors, souvent, si tu as déjà eu un locataire, ce qui n'est pas ton cas, tu vas avoir l'état des lieux sortant. Donc, normalement, les photos de l'état des lieux sortant, si tu n'as pas fait de travaux entre-temps ou tu n'as pas rechangé un truc, en fait, tu redupliques sur un logiciel ton état des lieux sortant et c'est ton état des lieux entrant. Et tu vérifies juste avec le locataire en faisant le tour que ça lui convient. Donc si c'est pas le cas, là je te conseille de faire quand tu as meublé l'appart, tout ça, tu as fait le ménage, tu as fait la petite poussière et tout, parce que ça, tu vas en avoir tout le temps, tu fais toutes tes photos. Et une fois que tu as fait toutes tes photos, tu les prépares et tout ça, et là le jour où tu arrives, franchement tu ne vas pas te prendre la tête à prendre des photos, tu dis voilà ce que j'ai bien noté, vous voyez, tout est rénové, tout est propre et tout ça. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites, sinon voilà, on signe comme ça et tu vois, et c'est fait. Et au moins ça fait gagner du temps à tout le monde. Il y a un truc aussi, donc à la sortie du locataire, moi j'aime bien anticiper la chose sur, on aurait pu en parler dans le prochain épisode, mais sur l'entretien un peu qui aurait mal été fait, c'est-à-dire clairement de la poussière sur les plaintes. Déjà, si tu leur laisses pas un aspirateur dans l'appartement, ce qui n'est pas obligatoire, un aspirateur, tu peux laisser un balai et une pelle, hein. Mais franchement, laisse-leur un aspirateur. Dis-leur qu'il faut vider des fois les sacs aussi, et même si c'est sans sac, il faut vider, tu vois, avant que le truc il crame. Voilà, non mais on en est là parce qu'en plus les étudiants, t'es un peu le papa et la maman, hein, franchement, c'est ça, il faut les éduquer. Des fois c'est pas de la mauvaise volonté, tu vois, mais il y a des gens qui sont sales, mais sinon des fois c'est juste qu'il faut les éduquer, ils ont toujours laissé papa et maman faire. Et donc tu leur fais une petite liste en disant voilà, 15 jours avant, donc normalement c'est un mois de préavis sur du meublé, donc ils vont te dire je pars, toi tu leur dis ok, t'envoies une liste, quand il t'envoie le préavis, tu dis ok, j'ai bien noté, le préavis, ça sera ta date max pour l'état des lieux. Et là, t'envoies un mail avec une fiche, comment préparer son état des lieux sortant. Voilà. Et tu lui dis, faites la poussière sur si, nanana, il y a une petite, enfin, tu fais ta petite liste de trucs classiques. Les grilles de VMC, tu sais, qui sont un peu grasses, où la poussière s'est collée sur le gras, tu vois, notamment celle sur la cuisine, par exemple. C'est un peu moins le cas à la salle de bain, mais voilà. Et toute la poussière et tout ça. Ça se nettoie. Voilà. Donc, je vous rappelle l'état des lieux, je vous le remets. Voilà comment c'était. Vous avez toutes les photos. Il faut que ce soit dans le même état. Voilà. Mais tu vois, c'est bienveillant. Hein, c'est pas... voilà. 15 jours après, moi, ce que je conseille de faire, mais franchement, il faut avoir le temps. Donc, je ne le fais pas tout le temps. C'est de dire, je viens dans 15 jours, on fait un pré-état des lieux. Donc, je passe. Et comme ça, je vous dis si c'est good ou pas. Et s'il y a un trou, qu'il faut repasser un coup de peinture et tout, ça vous laisse 2 semaines encore pour pouvoir le faire. Voilà, si vous le faites pas, on vous le facturera, mais si vous le faites,
Le mec, le jour d'état des lieux, ne peut pas te dire qu'il ne savait pas. Tu vois ? Et toi, tu auras été clair avec lui. C'est si tu fais pas, tu vas payer. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je t'ai tout donné. Okay. C'est toi qui as fait ton propre choix en le faisant ou en ne le faisant pas. Voilà. Simplement donc, ça. Ouais, c'est intéressant. Tu drives au maximum. Exactement. Ouais, Aujourd'hui, avec un appart, tu peux te permettre de le faire. Ça te permet d'apprendre, de sonder un peu, de voir la nature humaine, de voir comment les gens réagissent. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Okay. C'est pas mal. On a fait plus d'une heure, là, quasiment, comme le premier épisode. Donc, félicitations encore. Merci. Et t'as des questions, enfin, tant que t'es quand même venu de Nantes. Oui, non, mais écoute, franchement, justement, j'avais quand même des petites questions par rapport à ça, justement, l'étape qui suit. Ouais. Mais là, t'as répondu quand même pas mal à mes questions, savoir comment mettre en place tout ça, choisir un locataire, en tout cas, quelle garantie, etc. Donc, c'est top. Et puis, on va se laisser quand même quelques sujets pour le prochain, prochain épisode. Ça sera trop cool. Trop cool, franchement, trop cool. Merci encore, Constance, vraiment d'avoir fait le déplacement. Je suis très content pour vous, pour PE et toi, que vous ayez pu passer à l'action. C'est très chouette. Maintenant, tu vas voir que tu rembourses tous les mois ton crédit, tout ça après. Donc, tu vas capitaliser. Ton capital restendu, petit à petit, va baisser. Et tout ça, c'est de l'enrichissement qui est pour vous et que vous récupérez, à quoi qu'il en soit, à la sortie. Même si aujourd'hui, ça vous demande un petit effort d'épargne. Voilà. Merci Julien. Je t'en prie, à bientôt. Ciao, ciao.